Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va découvrir rapidement une nouvelle valise diagnostique, la Launch X431 Pro Elite que voici. Je l'ai déjà allumé, j'ai déjà enregistré mon code utilisateur et tout ce qu'il faut, fourni dans cette mallette, dans ces documents, et j'ai mis à jour tout ce qu'il y avait à mettre à jour, tous les véhicules, comme ça elle est au top niveau. Alors, c'est donc c'est une tablette, hein. On peut faire différentes choses, mais il y a surtout le logiciel qui nous intéresse. On est sur une BMW 330i de 2006, on a ça comme menu de base. Alors, j'ai pas mal de problèmes sur cette voiture, comme à peu près toujours. Et donc, on va pouvoir explorer un petit peu. Je vais pas pouvoir, bien sûr, tout regarder parce qu'il y a tellement de choses. Je le dis de suite, cet appareil dépasse énormément mes capacités et mes connaissances. Je vais jamais pouvoir l'exploiter comme il faut, mais j'ai une version antérieure, la Launch X431 Pro S Mini, qui m'a déjà bien dépanné pour des diagnostics sur le véhicule. Et la seule différence notoire avant de commencer à explorer le véhicule, c'est que l'autre elle a un adaptateur Bluetooth. Donc je mets le petit adaptateur dans la prise OBD2, j'ai pas besoin d'avoir un câble, ce qui me permet de tourner autour du véhicule librement. Là il a un câble, mais c'est une version qui est aussi un peu moins chère. Elle est dans les 700, on peut l'avoir autour de 600 €, un peu plus de 600 €, et l'autre était plutôt dans les 800. Alors, je vais mettre le contact quand même, je l'ai branché donc il a détecté un peu mais il peut pas accéder à tout. J'ai récemment eu le voyant moteur qui s'est allumé, je suis sûr à 99% que c'est à cause de l'éthanol, mais on va regarder ça en détail. J'ai abîmé un roulement arrière quand j'ai fait le remontage, enfin j'ai abîmé la bague magnétique, donc ça me déclenche plein de problèmes liés à l'ABS et tout ça, donc normalement ça devrait s'afficher. J'ai aussi un capteur de frein qui était arraché quand j'avais mis mes chaînes il y a 3 ans, je l'ai toujours pas remplacé, donc ça génère pas mal de soucis également. Il y a le chat qui vient de sauter sur le toit, mais ça je pense pas que ça va le détecter. Et donc on va faire, allez, lançons un diagnostic intelligent. Oui, j'avais essayé de lancer un truc. Recherche automatique, voir si tu me trouves la voiture rapidement. Ah déjà, c'est bien, déjà il me donne de base la tension de la batterie. 12-15, donc elle n'est pas en super forme. Je vous parle de ça, il m'affiche le voyant batterie au tableau de bord. Batterie faible. Bon, on va démarrer de toute façon. Oui, tu as bien détecté la voiture. Nickel, tu as détecté le kilométrage. C'est bien celui-ci, normalement. Voilà, j'ai déjà des trucs qui s'affichent. Enlève-moi tout ça. 177 847, c'est bien ça. Couper le contact, mettez le contact. D'accord. Je vais même enlever la clé. Je vais toujours de compter. On va dire que ça fait 10 secondes. Ok, là il lit tous les systèmes. Et c'est une valise dite bidirectionnelle, donc c'est-à-dire qu'elle va pas seulement lire des infos du véhicule, elle va aussi pouvoir lui envoyer des ordres. Par exemple, actionner pompe ABS ou actionner, ouvrir injecteur Intel. Voilà, ce genre de choses. Donc on peut vraiment tester des choses, des systèmes, et ça va être extrêmement intéressant pour diagnostiquer nos pannes. Alors, on va faire déjà un test rapide pour voir combien on a de problèmes. Oh, il a l'air rapide, hein? Il a l'air bien rapide. Ça, c'est sans avoir démarré pour l'instant. Ok, elle est bien plus rapide que l'ancienne. C'est toujours la batterie, c'est toujours la batterie. Alors, je suis assez familiarisé avec l'ancienne version, donc là, en tout cas, l'interface ne me change pas beaucoup. On a les problèmes qui apparaissent. Dans quelle catégorie? Ma section préférée, c'est celle-ci en vert, où quand ça dit tout est normal, ça c'est nickel. Et on a à côté là une indication qui nous dit si c'est un problème historique ou un problème courant. Alors là déjà j'ai un problème qui est courant, j'en ai beaucoup qui sont historiques. Et j'ai... Ah, ça c'est intéressant. Déjà je vois un petit truc, usure des plaquettes de frein, plausibilité, essieu arrière. Alors il me dit ça parce que mes plaquettes ne sont pas du tout usées, mais parce que j'ai arraché mon capteur d'usure. J'en avais recommandé un, mais je me suis trompé, j'ai commandé celui pour l'avant. Donc j'ai en permanence l'avertisseur, ça là. Il faut que je quitte la fenêtre d'avertissement à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais là il me dit essieu arrière, donc ouais, c'est bien l'essieu arrière, c'est pas, il me dit plausibilité, il n'est pas sûr, hein. Mais effectivement c'est ça. Capeur d'angle de braquage historique,
explosivité, capteur d'angle de braquage, calibrage, centrale de commande, colonne de direction, défaut interne, historique. Alors je sais pas quand il remonte ces défauts. Ah, je peux pas. Alors là à côté on a, vous voyez une petite loupe avec le G, Google, ça c'est pour aller chercher sur internet, mais là je suis pas connecté, donc normalement, voilà, on peut aller chercher des infos sur internet, mais là j'ai pas. Alors attends, est-ce que je peux rentrer dedans? Ah non, il faut peut-être que j'entre ici. Donc ABS Stack, il rentre exclusivement dans ce truc, dans cette section. Je vais continuer. Lire le code d'erreur. Donc là, il me les lit que dans cette section. Ah, alors là, c'est une nouvelle interface pour moi par rapport à l'autre. C'est que j'ai déjà un peu plus d'infos. J'ai code couleur. Ah, c'est ce que ça veut dire quoi ça? Courant. DC, usure des plaquettes de frein avant. Normalement, c'est pas vrai. Historique. C'est peut-être selon genre la gravité. En tout cas là j'ai tous les codes qui sont affichés en grand. Oh, les chats qui grimpent sur la bagnole, ça m'énerve, putain. Alors j'ai beaucoup de problèmes justement à cause de ce capteur, cette bague magnétique que j'ai abîmée sur le roulement en le remontant. J'ai fait appui dessus avec une douille pour insérer le roulement, sauf que là j'ai pas pris la bonne taille, donc ça a abîmé la bague magnétique qui est lue par le capteur. Donc à chaque fois que je change de direction, franchement, si par exemple je fais de l'autoroute, que j'avais coupé le moteur, je me suis arrêté genre à une station, je reprends et que je fais pas de changement de direction trop intense, eh ben ça me déclenche pas le voyant parce qu'il détecte pas une variation de vitesse significative entre les roues. Et s'il le détecte, après il m'affiche c'est Noël, j'ai tout qui est en panne et c'est assistance de démarrage. Encore une fois, j'ai plein de trucs qui sont en panne. Voilà, donc là j'étais là-dedans. Insupportable ces chats. Hein, Fléchette, descends de là. Attends. Vous adorez rayer la voiture, c'est pour ça que j'ai plus envie d'entretenir à l'extérieur. Toujours ces bestioles qui viennent dessus. Oui, on va te démarrer, t'inquiète. Usure des plaquettes courant. Pourquoi il me met tout en historique? Alors, attends. Bah, d'ailleurs, ce serait une bonne chose. Contrôle du moteur, je vais quand même rentrer là-dedans. Régulation du mélange, DME. Gestionnaire d'énergie, régulation du courant de repos. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a plein de trucs, je sais pas ce que ça veut dire. Régulation du mélange. Alors, ça, historique, c'est très certainement lié à l'éthanol et c'est les LTFT, Long Term Fuel Trim et Short Term Fuel Trim, c'est-à-dire les corrections du mélange à court terme et à long terme. Et c'est lié à justement des seuils qui ont été dépassés, que le calculateur n'arrive pas à enrichir suffisamment. Pourtant j'ai le boîtier éthanol et tout. Hein. Là, alors je l'ai mis en français hein, le truc, mais là il me met certaines informations aidées. Voilà, ok, d'accord, c'est pas super bien traduit. Et là par contre c'est en anglais, mais il me dit description du code erreur, système trop pauvre. Donc c'est directement lié à l'éthanol normalement ça. Là il me dit différentes choses, les conditions pour identifier le code. Il faut que le système soit au-dessus de 10 volts. Il faut que le terminal au terminal 15, attends, electrical system voltage above 10 volts. Terminal 15, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moteur allumé, l'erreur est reconnue si l'adaptation dépasse 20% pendant plus de 65 secondes. Voilà ce genre de truc. Condition pour que l'erreur soit entrée dans la mémoire du calculateur, il faut que après ces 65 secondes, si le problème persiste, s'il persiste au-delà de 1200 secondes, alors là il est enregistré. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Inspection visuelle, repérer et trouver les fuites, changer les injecteurs, vérifier si les injecteurs sont bien branchés, si les capteurs de volume d'air sont bien en place, tout ça, pression d'essence, enfin voilà, il nous donne les trucs à vérifier. Ok. Et puis pour le deuxième, on fait voir aide. Donc aide, c'est là où on va voir plus de détails. System to lean back. Ouais, ok. Alors là, je pourrais effacer tout ça, afficher code. Là, j'ai les codes qui s'affichent de manière plus précise. Système trop pauvre ligne 1, système trop pauvre ligne 2. Ok, donc ça, faudrait que... J'ai remis plusieurs fois j'ai remis un coup du 98. Après, j'ai acheté un additif que j'ai rajouté pour justement essayer d'aider à régler ce problème. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est effacer les codes erreurs. Ok, il dit que c'est fait. Et puis, je verrai si ça revient. Je vais démarrer un coup moteur.
Voilà, bon là vous avez entendu démarrage, il était un peu plus lent. Ça c'est à cause d'éthanol. Aujourd'hui il fait 8 degrés et demi. Ça va, ça fait plusieurs jours que la voiture n'a pas tourné. Donc normalement elle aurait dû un peu plus galérer par rapport aux dernières fois où j'ai démarré, qu'elle a eu vraiment du mal. Et je pense que l'additif a dû faire un petit peu de bien. Et là, maintenant que le moteur tourne, je vais relancer un test rapide de tout. Parce qu'il peut y avoir de nouvelles choses avec le moteur en marche. Du genre commande dynamique longitudinale. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais comme j'espère qu'il y a le bouton aide. Ah non, là j'ai pas aide. Putain, il faut juste que j'aille chercher ce que c'est alors. Bon, ok. Lecture du frame de blocage. Trame figée, c'est quoi ça? Voilà, ouais, il y a des valeurs qui peuvent vraiment intéresser quand on veut affiner la recherche, mais c'est typiquement le genre de truc qui me dépasse. Alors là, c'est quoi? C'est le truc qui serait apparu à 177 320 km. Ok, là je suis à 177 847. Fréquence, compteur joystick, c'est quoi le nombre de fois que le truc il est apparu, le problème? Vitesse du véhicule 109 km/h. Ouais, alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire tout ça. Et test d'action, on peut des fois faire des choses intéressantes du genre vraiment demander d'actionner, d'ouvrir, de fermer, d'éteindre, d'allumer, ce genre de choses, ou sinon effacer la mémoire de défaut. Là je vais pas le faire pour l'instant, je vais le faire pour tout plutôt. En courant, j'ai eu sur des plaquettes, je le sais. En courant, j'ai feu rouge. Ah oui, ça effectivement, j'ai le feu arrière gauche en panne, alors que j'arrête pas de changer l'ampoule, que j'ai une ampoule qui fonctionne certainement, c'est très casse-pied. Alors on va rentrer dans ce truc. Qu'est-ce qui peut me filer comme info à ce sujet? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment la platine, enfin le porte-ampoule qui est merdique, qui est défectueux. La base, la petite languette qui appuie sur le culot de l'ampoule, j'ai l'impression qu'elle est pas assez en tension et que du coup ça crée des arcs électriques. Lire le code erreur, qu'est-ce que tu vas me dire? Feu rouge à droite défectueux. Ça pareil, il faudrait que je recherche un peu plus. Donc là je pourrais aller sur internet. Mais en tout cas c'est un problème récurrent et des fois ça arrête pas de m'afficher toutes les minutes. Ding ding. Enfin, genre le courant passe et puis il y a une petite vibration ou quoi qui fait que le courant passe moins bien. C'est assez chiant et j'arrive pas encore à régler ce problème. Je crois que je dois changer carrément la platine. C'est chiant. Test d'action, je sais pas si on peut faire quelque chose à ce niveau. Ah ouais, alors dans cette section, on pourrait faire par exemple les vitres avant, ouvrir la fenêtre, passager. On va voir sur un truc, active. Ok, là je reviens en arrière. Ça peut être bien par exemple, je pense, pour déterminer si c'est un problème avec le bouton, l'interrupteur, ou si c'est un problème lié au moteur. Je veux pas dire de bêtises, mais peut-être que si c'était un problème lié au bouton, on pourrait quand même l'actionner via la valise, et si c'était un problème lié au moteur, ben ça me montrait de toute façon pas. Maintenant je vais la fermer. Actif, tac. Voilà. Ah ça c'est cool ça. Je reviens ici. Activer, désactiver la sécurité enfant. C'est quoi pour l'airbag? Ah, à moins que ça soit ça peut-être. Enfin, fais voir. Ah oui, c'était ça. Je vais rappuyer dessus. Voilà, ça me l'a réactivé. D'accord, on peut faire ce genre de truc, ok. Approche ceinture, bon ça c'est que pour le cabriolet. C'est pareil, c'est un truc j'imagine qui peut tomber en panne et c'est intéressant de pouvoir le tester via la valise. Éclairage de virage de la portée des projecteurs, c'est là-dedans. Déplacer. Oh, ça c'est très intéressant. Et c'est très intéressant parce que j'ai justement un souci avec ça. J'avais changé les feux. Les blocs optiques sur cette voiture, ils ont les boîtiers dessus pour gérer les xénons et l'éclairage de virage. C'est le boîtier ALC. Alors ce boîtier, s'il est défectueux, on aura tout le temps cette lumière qui s'allume, qui clignote, pardon. Tout le temps elle clignote. Là elle est fixe, donc c'est que c'est bon. Et les feux d'éclairage de virage ne vont pas tourner dans les virages. Alors moi j'avais remplacé, je crois, les deux boîtiers ALC quand j'avais changé les feux, parce que c'est pas fourni avec. Sauf que j'avais pris des versions pas chères chinoises sur AliExpress. Et maintenant, ce qui se passe, c'est marrant, c'est que celui conducteur, quand je tourne à droite, il fait ça, sauf que celui passager, il fait l'inverse. Donc en fait, la voiture, les feux, ils louchent quoi. Quand je tourne à droite, eh ben, les deux feux se croisent, et quand je tourne à gauche, les deux feux s'écartent.
c'est intéressant. Mais avec cette fonction, je pourrais voir si c'est un souci lié au boîtier ou si c'est un problème genre que le feu ne veut pas tourner à droite. Alors par exemple, si je veux voir si déplacer le phare de virage droit vers le bas et vers la droite. Donc là, si je fais ça, il faudrait pouvoir aller devant et le faire en même temps. C'est ça qui est un peu embêtant. Je vais quand même le faire. Je pose l'appareil ici, moi je vais actionner, donc je vais vite venir voir. C'est ça qui était bien avec l'adaptateur en Bluetooth parce que au moins, alors phare droit vers le bas et vers la droite. Ah, pile au moment où le facteur arrive. Ok, allez, c'est parti. Je le teste. Actif. Attends, ça l'a fait quoi? Bas et vers la droite, eh ben, il a fait en haut et vers la gauche, j'ai l'impression. Hein. Alors là, attendez, je vais revenir en arrière. Et ben, je vais faire l'inverse. Donc effectivement, il a l'air de faire l'inverse. Je vais faire le phare droit. Et où? Vers le bas et vers la droite. On va faire bas et droite. Alors, on va faire parcours d'étalonnage du correcteur de parcours d'étalonnage du phare de virage droit à capteur. Tac. Actif. Tu le fais ou pas? Ah, il est revenu au centre, c'est tout. Il n'y a pas rebougé. Ah, et celui-là, là, maintenant, il est resté un peu trop vers là. Alors, je sais pas pourquoi. Mais au tableau de bord, j'ai bel et bien un petit souci avec ça. Ah ben ouais, regardez, parfait. Une démonstration en live de ce qui se passe quand ce capteur déconne, enfin quand le boîtier ALC déconne, ça clignote comme ça. Et là, j'ai le voyant comme ça qui s'affiche. Enfin, ça clignote quand on le met en automatique. Si on le met normal, ça, on voit pas. Mais le défaut est bien présent. Putain, merde. Donc j'ai un souci avec ce boîtier ALC. Et il faut que je le remplace, mais la version BM elle est un peu trop chère. Je vais peut-être prendre, quand je pourrai, une version intermédiaire, quoi. Bon, réinitialisation de l'appareil de commande. Ouais. Vas-y, réinitialise-moi ça. C'est bon, je suis allé voir. Il est revenu bien droit. Alors il aurait peut-être refait tout seul au prochain démarrage, même certainement, mais c'est bien de pouvoir le faire direct. Ah, alors ça c'est le souci par rapport à l'ampoule arrière. Voilà le genre de choses qu'on peut faire, contrôler, actionner, et ça peut aider à diagnostiquer des choses, parce que sinon on n'a aucun moyen de donner l'ordre au phare de faire ça, quoi. D'aller en bas à gauche, en haut à droite, et ainsi de suite. Il y a plusieurs petits moteurs qui permettent d'effectuer le mouvement. Et donc il se peut qu'il y en ait un qui soit défectueux. Donc voilà, ça permet de savoir si on doit changer le bloc ou le boîtier ALC. Moi c'est comme si mon boîtier ALC, celui que j'ai mis, il n'y avait pas de distinction gauche ou droite, mais c'est un peu comme si il faisait en mode miroir, quoi. Donc il devait certainement y avoir un sens de montage. Éclairage du véhicule. Oh, alors là c'est pas mal, je peux tester. Voilà. Feu stop de niveau, feu stop médian, témoin clignotant avant, feu de recul, feu de brouillard. Ça c'est pratique aussi quand on veut vraiment actionner, éteindre tout ça pour voir si on a des pannes et d'où elles peuvent venir. Ok, je vais faire effacer la mémoire des défauts, la mémoire des symptômes. Et puis enfin même souvent, j'aurais dû le dire au début, la première chose à faire, une fois que vous avez lu ce qu'il y avait, c'est de faire un premier effacement des codes. Et surtout après de voir si ça revient. Parce qu'il y a des choses qui restent en mémoire, qui vous donnent l'impression que ça peut être un problème de jour d'actualité, vous les effacez. Et ah, bah d'ailleurs mon voyant moteur il est parti. Alors que la dernière fois que j'ai utilisé la voiture, il y était. Voilà, donc à ce niveau, c'est réglé. Et il partait pas tout seul. Par expérience, je sais qu'avec l'éthanol, si c'est un problème de mélange trop pauvre et qu'on remet du 98 ou du 95, bref, ça va normalement partir tout seul, justement quand il va détecter au bout de tant de temps que le code, enfin que le mélange n'a plus été détecté comme trop pauvre, et ben il va supprimer le code. Il pourra rester quand on branche une valise dans l'historique, mais en code courant, il n'apparaîtra plus et donc il disparaîtra au tableau de bord.
C'est le genre de truc qu'on aime bien faire disparaître aussi avant le contrôle technique, parce que ça ne servira à rien le jour même. Même si c'est pas de leur faute, ils peuvent pas normalement intervenir là-dessus. S'il y a un voyant moteur, ça va apparaître sur le résultat du CT. Même si vous savez très bien que c'est juste un problème lié à l'éthanol et que voilà, l'enregistrement n'était pas assez bon, blablabla. Eux, ils s'en foutent. S'il y a le voyant moteur, eh ben, ils doivent enfin, c'est même leur appareil qui le détecte et qui le fait apparaître sur le rapport. Et la dernière fois, j'avais justement, juste avant le CT pour la Yaris, j'avais effacé le voyant moteur, passé le CT, donc il n'est pas apparu, et juste sur mon chemin de retour, il est revenu. Donc c'était bien pratique d'avoir la valise avec moi. Autre petit test d'action que l'on peut faire, je suis allé dans la partie freinage, moteur de pompe ABS. On peut activer la pompe pendant environ 5 secondes. Je ne sais pas si on va l'entendre. Ah. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi je l'ai très clairement entendu, j'ai senti une petite vibration. Ça c'est intéressant aussi pour savoir si justement la pompe ABS fonctionne correctement. Et ça va être aussi intéressant pour purger les freins. Là je vais effacer les défauts qu'il y avait ici, tac. Même s'ils étaient anciens. En fait j'ai toujours le défaut ABS qui revient à cause du capteur ABS justement de la roue arrière qui n'arrive plus à lire la bonne valeur à cause de la bague magnétique endommagée. Climatisation, qu'est-ce que j'ai? Alimentation centrale de commande console 12 volts. J'en ai tout. 9, C, 6C. Ok. Test d'action, qu'est-ce que ça me propose? Soufflante. Chauffage auxiliaire additionnel. Ah, j'ai le chauffage auxiliaire d'ailleurs. Je pourrais le mettre en route? Interrompre test du système, déverrouiller chauffage, soufflante de l'air de combustion. Soufflante de l'air de combustion. Déverrouiller chauffage auxiliaire additionnel. Non, j'en sais rien. Alors, il y a un petit Webasto sur ce véhicule avec une autre télécommande que j'ai utilisée 2 fois ou 3 fois depuis que j'ai la voiture. Je peux actionner ce chauffage, donc il va prendre de l'essence. Il va faire fonctionner le petit chauffage auxiliaire et réchauffer l'habitacle par exemple. Donc ça va me dégivrer les vitres, avoir un habitacle chaud quand j'arrive dedans. Sympa, hein, mais je ne l'ai pas souvent utilisé. Mais il y est, donc je ne sais même pas s'il fonctionne. Je vais voir, je vais mettre ça un coup pour voir. Après en même temps c'est des... Ah, ça me fait penser. La première fois que j'ai utilisé ce truc, j'ai flippé. Je voyais de la fumée, de la vapeur qui sortait de sous la voiture. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je connaissais pas du tout le système, mais c'était ça en fait. C'était les gaz d'échappement du petit Webasto quoi. Voilà, bon, je pourrais m'amuser à tester énormément de choses. Servomoteur de volet, oh là là, là aussi on peut contrôler les volets déclappés du circuit de ventilation. Compresseur de clim, normalement on peut tester activer la protection démarrage, désactiver la protection anti-démarrage. Je sais pas ce que c'est, mais normalement on peut tester l'embrayage aussi. Éclairage de fonction, automatique chauffage, éclairage, unité de commande du chauffage. Commande de l'éclairage pendant environ 4 secondes. Ça fait quoi ça? Ah ouais, ça m'éclaire le petit écran là. Arrêt. Si je l'allume. Quoi? Ah non, actif. Ah ok. Arrêt. Ah! Ah mais il y a plusieurs niveaux. Attendez. Là j'ai éteint les feux, donc c'est remonté d'un petit cran. Si je fais actif, il me le met vachement lumineux. Ouais, un peu trop lumineux. Mais voilà, et là je fais en mode normal. Ça aussi ça peut être pas mal pour voir si on a un souci avec l'écran lui-même, si on a des pixels qui sont défectueux, ce genre de truc. Ok. On peut aussi surveiller l'état de la batterie. Donc là, j'étais allé dans recherche automatique, particularité, carrosserie, power management, analyser le niveau de la batterie. Là, il nous explique sur ce véhicule, enfin je vais me parler que de BM, c'est celle avec lesquelles je suis le plus familier. On a un boîtier IBS qui gère la batterie et qui désactive ou qui active certaines fonctions aussi si la batterie devient trop faible. Donc souvent ce boîtier il peut poser des problèmes, il faut en tout cas pas le retirer parce que sinon il y a plein de choses qui vont plus fonctionner. Mais il nous permet donc de faire des tests de fonctionnement
comment elle charge, comment elle se décharge. Là, il sait que j'ai mis une... Ah non, ça c'était la dernière qui était enregistrée, 90 ampères-heure AGM. Alors, c'est pas une AGM. Dernier remplacement de la batterie au kilomètre 0. Je l'avais pas... j'avais pas fait le changement de batterie. Je l'avais pas enregistré, il me semble. Non, non. Puisque j'avais fait une vidéo où je l'avais juste changé et j'ai rien modifié. Donc là, il en sait pas grand chose. L'état de la batterie ne peut être déterminé seulement à partir du niveau de charge, si l'on soupçonne. On fait voir. Elle arrive en fin de vie en tout cas celle-ci parce que des fois elle galère un peu. Dernier niveau de charge déterminé. Dernier 37,11%. Il y a un jour 30,08. Aucune affirmation possible. Il y a 3 jours 37. Moi je sais qu'elle est assez faible. F2, histogramme de niveau de charge. Là il faudrait avoir, j'imagine, le... Attends. Enfin là vous voyez, ça vous donne un peu des infos sur ce qu'on peut faire avec la batterie. Là c'est pas un super exemple puisque j'ai pas enregistré la batterie la dernière fois que je l'ai remplacée, donc il y a 7-8 ans. Voilà, mais on peut surveiller la batterie grâce à ce système. Terminer la fonction. Oui. Initialiser le capteur de pluie. Moi ce que j'aimerais c'est rendre plus sensible le capteur de pluie. Est-ce que je peux le faire? Parce que des fois on attend. Alors est-ce que c'est genre une initialisation de base ou est-ce qu'on peut faire des réglages? Le pare-brise doit être propre et sec, nanana, température 1, capteur de pluie doit être relié au pare-brise sans bulle, le gèle pas, ok, des petites bulles d'après. Bon là il fait trop froid de toute façon, donc je ne pourrais pas le faire, mais on pourrait le réinitialiser, ça peut être pas mal, s'il déconne ou si par exemple suite à un changement de pare-brise il y avait un souci, ça peut être intéressant. Là je suis dans, je suis dans particularité, il y a aussi système de navigation, blocage DVD, ajouter profil tuner, tuner Japon, activer Bluetooth et appel de détresse, bloquer, débloquer la clé centrale. Là par exemple, enregistrer le changement de batterie. La prochaine fois que je vais la changer, je peux aller ici, lui dire enregistrement d'un changement de batterie, pardon, je vais y arriver. Blablabla. Et puis mettre les valeurs correspondantes à la nouvelle batterie. Comme ça, l'IBS peut bien comprendre ce qui se passe et il peut bien me faire aussi un retour sur justement son fonctionnement en charge, décharge, voilà, s'il n'y avait pas de défaut et tout. Mode transport, déclenchement du remote downlock, correction CBS de navicule, activer mode transport, correction d'entretien facile. Mode transport, c'est genre, je crois qu'on désactive tout. Non, pas facile, qu'est-ce que je fais moi? Activer mode transport. C'est vraiment, je crois, pour mettre la voiture en sommeil profond, il me semble. Si elle devait être transportée. Ah ouais, c'est pour les véhicules neufs, ouais, en général, genre, quitte l'usine, on active le mode transport, il me semble. Enfin, je sais pas exactement ce que ça fait, mais c'est plus lié à un long trajet en cargo, ce genre de truc. Alors là, dans, à nouveau, recherche automatique particularité driver, on a des choses qui peuvent être intéressantes pour de l'entretien courant, du genre remplacement de la pompe à eau ou du thermostat, ou du radiateur de chauffage par exemple. Là, on pourrait faire purge du circuit de refroidissement. Donc, on va remplacer tous les éléments, remettre du liquide, et après, on fait ça. Et on suit la procédure pour démarrer la purge du circuit de refroidissement du moteur, exécuter les options dans l'ordre présenté. La procédure de purge dure environ 12 minutes, c'est pourquoi il faut impérativement brancher le chargeur. Continue là. Donc, pourquoi on ne peut pas le faire moteur tournant? Ah ouais, il le ferait... Ah oui, vu que c'est une pompe à eau électrique, il peut tout purger sans que le moteur tourne. Exact. Voilà, bien sûr, je vais ne pas le faire. Je sais qu'il y a aussi un moyen de le faire avec les pédales et l'iDrive et tout. Il y a une séquence à faire. Je ne l'ai jamais fait encore, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais on peut le faire avec la balise. Ajustement de la valeur de CO, pression de compression. C'est quoi ça? Laisser tourner le moteur ralenti. Au cours des séquences suivantes, le contrôle de compression est effectué à la levée maximale des sous-thèmes. Ah ouais, il peut faire ça. Avant de procéder pendant la besoin, traiter tous les défauts présents, effacer les moments. Ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai pas envie de le faire, mais il nous explique comment on pourrait faire. Qualité du ralenti, apprendre les butées du valvetronique, lecture des codes de conformité, remettre à zéro le blocage du démarreur. Ouh là, ça peut être intéressant. Réinitialiser le compteur de défaut, CAS, réinitialiser. Attends, réinitialiser le compteur de défaut, ELV interne, non, je sais pas ce que ça veut dire ça.
Oh putain, ça j'ai eu un gros problème avec ça. Moi, la colonne de direction complètement bloquée, c'est la seule pièce que j'ai dû faire remplacer. J'ai payé pour ça, malheureusement. Ça, BMW ne voulait rien savoir, mais à 80 000 km, la colonne de direction morte. Enfin, je pouvais plus rien débloquer, rien à faire. J'ai dû faire dépanner la voiture. Et j'imagine qu'après le remplacement de la colonne de direction, ils ont dû faire ça, quoi. Supprimer les valeurs d'adaptation moteur, ça c'est indicateur de consommation de carburant. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais, parce que des fois ça se dérègle. Moi par exemple, il m'affiche, je crois genre un demi-litre de plus. Enfin ça dépend si je roule au sans-plomb ou si je roule à l'éthanol. Il m'affiche plus que ce que je consomme réellement. Donc là je pourrais l'adapter. Qualité du ralenti. Voilà, bon, alors là ça vous permet de regarder des choses qui peuvent être effectuées. Je vais pas aller plus loin non plus là. Je vous dis des trucs que j'ai peur, j'ose pas faire parce que j'ai peur de faire des bêtises. Justement, en parlant de un châssis, il y a quoi là-dedans? Contrôle d'intervention et capteur de conduite de frein, calibrage ITDC, calibrage du capteur d'angle de braquage, ça peut être très intéressant ça aussi. Cycle de purge des freins, ça c'est bien parce qu'on... Attends. Ah oui, ça c'est... Ça, je pense qu'avec ce système, enfin cette fonction-là, on peut purger le boîtier ABS quand on fait la purge des freins. Ce qu'on ne peut pas faire si on le fait juste à l'ancienne comme moi j'ai fait. Calibrage du capteur d'essai. Et attends, fais voir ça. Est-ce que je pourrais désactiver pour de bon? Ah merde. Non, ça va. J'aurais bien voulu désactiver complètement le capteur d'usure, quoi, parce que ça me saoule de les changer à chaque fois. Il y a un petit truc là, dans codage programmation qui est intéressant, si vous voulez vous lancer, c'est de faire ça. Sauvegarde les données de codage ou restauration. Ça permet d'éviter éventuellement une grosse galère. Hors du véhicule et différents systèmes d'accès véhicule. Ah ouais? Ah ouais, quoi? Je sais pas moi, pas de celui qui ont été remplacés. J'en sais rien du tout de ça. Ouais, bon, en tout cas, là, on peut avoir du codage de la programmation. On peut faire un balayage du système pour voir tous les systèmes qui sont installés. On peut sélectionner un système aussi qu'on veut rechercher plus précisément. Faire des tests d'action. Ouais, bon, on peut faire beaucoup de choses. Et ça va dépendre selon les véhicules, bien sûr. Je sais même pas ce que c'est ça. Analyse du système ADAS, c'est quoi ça? Contrôle de distance de stationnement. Ah d'accord. Test d'action. Ah ouais, d'accord, si on avait des soucis avec avertissement de distance sonore, avertissement acoustique de distance avant, mettre fin à l'avertissement acoustique de distance. Ok, on pourrait avoir que à l'écran, à l'iDrive, le visuel du radar de recul, enfin de stationnement avant ou arrière. C'est vrai que ça peut être sympa si on n'a pas envie d'avoir le bruit. Voilà, ça je savais pas qu'on pouvait le faire. Et si on avait dû remplacer un capteur qui avait été endommagé, sectionné et tout, et réinitialiser la chose, on pourrait le faire ici. Fonction spéciale ADAS. Ah, aucune fonction. Ok. Pas non plus toute récente là, hein, la 330i. Oui, évidemment, selon... Alors là, c'est la fin du monde. Selon le véhicule que vous avez, vous aurez plus ou moins d'informations. En principe, vous allez en avoir plus ou moins de fonctions, plus ou moins de systèmes sur lesquels vous pouvez intervenir. Par exemple, si vous avez l'AdBlue, je suis certain que vous pouvez faire non, même c'est sûr, ouais. Vous pouvez faire le reset de ce remplissage du réservoir AdBlue. Ça, j'imagine que ça peut tout à fait se faire. Quand vous recevez la valise, vous pouvez bien sûr faire le mode démo pour aller un peu explorer ce qui se passe à la maison sans aller dans un véhicule et voir un peu, enfin se familiariser un peu avec l'interface si vous connaissez pas bien. Si vous avez une Zoe qui est, aucune idée ce que c'est. ZX Auto, j'ai une ZX. United Pakistan. J'avais fait la mise à jour pour toutes les voitures. Trumpchi, mais ça c'est merveilleux comme nom. J'avais fait la mise à jour pour tous les véhicules. Il y en a quelques-unes pour lesquelles c'est payant. Je crois que là, si je fais purchase, c'est-à-dire acheter, on peut alors soit acheter des modules complémentaires pour certains véhicules. Globalement, on peut faire énormément de choses, mais il y a certains trucs qui sont payants, je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais eu par exemple que pour Tesla, il fallait acheter un complément. Je crois que c'était pas de base avec la licence qu'on a pour 2 ans. Il y a aussi la fonction diagnostic TPMS, donc Tire Pressure Management System, donc la gestion
des capteurs de pression dans les roues, dans les jantes. Moi, j'ai pas ce système, c'est par rapport à la vitesse de rotation qui me signale une éventuelle perte de pression. Mais si vous aviez les capteurs TPMS, avec ça, vous pouvez agir dessus. Bon, voilà, moi, ça va pas le faire puisqu'il n'y a aucun signal à capter. Bon, vous avez vu un petit peu de navigation, un petit peu de navigation à vue et de problèmes concrets que j'ai avec la mienne. Mais ce qui va probablement vous intéresser le plus, c'est ça, réinitialiser. Et donc là, on arrive dans tous les, on va dire, les raccourcis. Pour l'entretien, purge des freins, réinitialisation de la clim, phare, AFS, ça c'est justement utilisé pour le système d'éclairage de type éclairage frontal adaptatif, permet de diagnostiquer les dispositifs. Ah oui, je suis sorti du véhicule. Oui, calme-toi. Oh, j'aime pas quand tu fais ça. Je suis sorti de ma session, on va dire. Donc ça, remise à zéro de l'AdBlue. Ça va intéresser pas mal de gens, ça. Adaptation AF, c'est quoi ça? Air carburant. Ah, j'aurais réajusté le rapport air carburant. Voilà, richesse quoi. Donc ça, éventuellement, je pourrais jouer là-dessus si je m'y connaissais assez pour un changement de carburant, quoi. Peut-être selon saison, je sais pas trop. La suspension, si on avait des suspensions, j'imagine, sophistiquées. Adaptation batterie, donc remplacement de la batterie, c'est intéressant. Remise à zéro des freins. Tiens, est-ce que je peux le faire pour mes freins arrière? Attends, il va pas vouloir avec le... Je vais tenter quand même, ça se trouve, je peux le... Ça me saoule, là, ce voyant en permanence. On va voir. Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a vraiment ce capteur qui va bloquer. Puisque, j'ai débranché la partie qui avait été arrachée du capteur, abîmée. Donc il n'y a que la prise à nu. J'avais vu une petite vidéo d'un gars en anglais qui l'a chanté tout simplement. Mais il faudrait que je teste pour voir si ça marche. Ça m'éviterait de changer les capteurs à chaque fois puisque j'attends pas que les capteurs captent une usure des freins pour changer moi. En général, je le vois avant et puis... Même au CT, ils nous le disent, surtout quand on n'est pas un gros rouleur. Entre deux contrôles techniques, il n'y a pas de chance qu'on ait atteint le capteur. Ça, c'est pas mal que la tension de la batterie soit toujours affichée. Tout à l'heure, quand on l'a branché, on était très bas, et là, on est à 12,53, c'est mieux. Le fait qu'elle ait tourné un peu, c'est bien. Oh, là, ça me donne plusieurs choses, pas que frein. Huile moteur, 5%, c'est-à-dire examen du véhicule 0%, bougie d'allumage. Microfiltre. Liquide de frein. Ah ben je l'ai réinitialisé tout à l'heure. Hein. Ah ouais, donc ça c'est tous les trucs qu'on peut faire avec le Komodo, avec le bouton baissé, on peut faire tout ça. Mais 5%, attends, il veut me dire quoi là? Que je suis à 5% de changer? Attends, pardon, il faut appuyer sur les boutons. Ah non, tu réinitialises direct? Ah merde, ah non mais attends, j'ai pas fait la vidange. Attends, fais pas ça. Ah mince, attends, il m'a... Ok, alors ça va si vite, il ne demande pas de confirmation ni rien. Eh ben frein arrière, tiens, voyons. Est-ce que je peux le réinitialiser? Si ça... alors F3. Traitement en cours, vas-y, alors ça, si tu peux me virer le capteur de frein arrière, je serais content. Oh, attends, la détection d'usure CBS a constaté un état défectueux sur l'essieu avant. Veuillez remédier à l'état défectueux en initialisant le CBS ou en corrigeant le CBS pour caractéristiques. Mais je sais pas, j'ai rien de défectueux à l'essieu avant. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Enfin, attention, disponibilité supérieure à 80%. Oui, bah tu le sais, alors pourquoi tu me... Écoute, oui, je vais tout remettre à zéro parce que voilà, comme ça, je vous ai dit que ça m'est égal. 100%. Et là, frein avant 255%, ça veut dire quoi? Je suis allé à 100%. Je sais pas, je comprends pas. Alors attends, F2. Frein avant, attention, le boîtier électronique détecte que le capteur d'usure des plaquettes est sectionné. Oui, mais ça c'est pas à l'avant, c'est à l'arrière. Pourquoi tu me dis ça? Le boîtier électronique ignore la réinitialisation jusqu'au remplacement du capteur. Ah le con. En tout cas, tu détectes qu'il n'y a pas le capteur. Ça m'embête. J'aimerais bien que tu détectes. Enfin que tu... On peut pas désactiver la détection du capteur? Oui. Vas-y, fais-le. Oui. Ah. Il veut pas. Il veut pas, saligo. Bon. Examen du véhicule, on s'en fiche. Microfiltre d'habitacle. Ça c'est le contrôle technique.
Voilà, voilà. Donc, alors attends. F11, quitter la fonction SAV. Voilà, là, il y en a pas mal de trucs qu'on peut faire ici. C'est pas mal. Donc ça, c'est... Ah, putain, fais pas ça. Ça, c'était juste avec remise à zéro des freins. Purge, refroidissement. Ça, c'est bien. Ça fait la séquence au lieu de devoir faire nous-mêmes avec la pédale et tout. Donc, on peut le faire, mais si on a ça... Et puis, de toute façon, ça dépend des véhicules. Là. Je parle toujours de ma voiture. Là. Capteur PMH. Ça peut être intéressant de pouvoir le réinitialiser. Régénération du FAP. Pour les diesels, j'y connais rien du tout puisque j'ai pas de filtre à particules sur les diesels que j'ai. Donc on peut faire des procédures à ce niveau aussi. Van EGR également. Papillon d'admission. Équilibrage des cylindres. Qu'est-ce que c'est que ça? Optimise la fonction d'équilibre de puissance du moteur. Ah ouais. Le logiciel permet de rééquilibrer la force des cylindres du moteur. Le calculateur utilise le capteur de régime pour mesurer l'accélération sur chaque cylindre et ajuster l'injection en conséquence. C'est excellent ça. Ah, genre si on avait un injecteur légèrement faiblard par rapport aux autres, il pourrait le faire injecter un peu plus longtemps, ce genre de truc. Ah, mais pas sur... Ah, pas sur toutes les voitures. Ah, pas sur toutes les voitures. Ok, on a quand même une liste. Ouais, ok, on a une liste après dans chaque... Bordel. Dans chaque section qui nous permet ou non de faire ce qu'il faut faire. Donc on a noté ta vanne de GR, papillon de mission, rééquilibrage des cylindres, régénération, non, oui, récupération, régénération, gaz d'échappement, adaptateur de BVA pour la gestion des boîtes auto, diagnostic haute tension. Ouais, non, là, il a rien fait, à moins qu'il fallait peut-être que je démarre, mais il m'a dit que c'était pas possible. Codage clé, si on voulait recoder une nouvelle clé ou une clé, je sais pas, qui serait défectueuse. Codage des injecteurs, je pense surtout pour diesel, enfin, peu importe, si on a des injecteurs codés, on peut réinsérer leur numéro et voilà, les faire bien détecter par le système d'injection. Régulateur intelligent, ça, ouais. Langage du véhicule. Ah tiens, alors ça peut être intéressant si on achète un véhicule à l'étranger et qu'on veut remettre tout le système GPS et compagnie dans une autre langue. Ouais. Adaptateur Nox SCR. Je sais pas trop. Vidange, ok. Mémoire des sièges. Angle de braquage. Ah, start and stop. Ça peut être bien pour désactiver ou activer la fonction. La plupart des gens, c'est plutôt pour désactiver. Toit ouvrant, si vous aviez un toit ouvrant qu'il fallait réétalonner, réparer, je ne sais quoi. Valve TPMS, on a déjà vu que pour les capteurs de pression des pneus, on peut faire avec ça. Remise à zéro pneu. Quoi? J'ai changé mes pneus. Ah, si on changeait de dimension, effectivement, ça peut jouer sur le capteur ABS. Donc là, on pourrait lui dire, j'ai changé mes pneus, la dimension a changé. Normalement, c'est pas censé être le cas, mais bon. Si on fait un peu de tuning, et là, on peut lui dire, et comme ça, il envoie l'info au calculateur et le capteur ABS, il comprend quelque chose. Et les vitres électriques, on peut faire des choses également. Permet de réapprendre l'anti-pincement des vitres électriques. Ouais, des fois, il y a des soucis avec ça. C'est vrai que des fois, après un remplacement de batterie, il y a des choses qui peuvent un peu déconner. Ou avoir été réinitialisées avec des valeurs de base que vous auriez peut-être déjà modifiées ou qui avaient été modifiées par un précédent propriétaire. Bref, vous pouvez recalibrer des choses à ce niveau. Par exemple, je veux que ça pince fort. Je veux que ça coupe le doigt de la personne, du carjacker qui veut me prendre mon sac à main. Mode transport, ça, ok, on l'a vu vite fait aussi. Donc voilà, vous avez vu, là, il peut gérer, selon véhicule, bien sûr, beaucoup de choses. Donc accès rapide à tous ces systèmes de maintenance. Et j'avais vu encore un truc qui était intéressant, même si je connaissais que dalle. Il y avait carrément un oscilloscope et tout. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Il y a d'autres trucs. Alors là, je suis dans test rapide ABS. Et je sais pas pourquoi après, j'ai des commandes liées à l'essuie-glace et tout. Mais toujours est-il qu'on peut faire, par exemple, si je vais là-dessus, contacteur de la roue crantée des essuie-glaces automatique. Si je vais si je mets graphique et que je bouge la molette, on voit les différentes positions qu'il y a. Bon, très passionnant. Bon, en tout cas, on voit qu'elles induisent un changement d'état. Si je vais sur la pompe de l'essuie-glace arrière, là elle est fermée.
Voilà, là aussi il m'indique que j'ai pulvérisé. Bon, pareil, très passionnant. Il y a des trucs comme ça qu'on peut faire. Statut du contacteur d'essuie-glace à lunette arrière. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, voilà. Il y a des infos comme ça qu'on peut avoir. J'imagine que ça peut être intéressant selon ce qu'on veut rechercher. Et alors là, sur le menu principal, si je retourne, si on a déjà fait un diagnostic sur ce véhicule, qu'on veut le retrouver rapidement, je crois qu'il suffit d'aller là. Voilà, et le retrouve par rapport à votre véhicule historique. Je peux voir les enregistrements. Là, je viens d'en refaire un, là. Et j'avais un plus ancien. Ça vous permet, si vous avez oublié, ce qui est fort probable, de savoir un peu s'il y avait déjà eu les mêmes codes qui avaient déjà été affichés. Donc si c'est pour un usage professionnel, eh ben, c'est sûr que vous n'allez pas vous rappeler de chaque véhicule de chaque client. Ça permet éventuellement de revenir dessus pour un suivi. Et puis si c'est le vôtre, ben, ça vous permet d'avoir un suivi encore mieux. Alors là, j'y connais encore moins que le reste. Il y en a qui vont dire, ah, le mec, il montre des produits qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Oui, c'est clair, c'est l'histoire de ma vie, ça. Alors là, dans autre module, il y a boîte à outils. Il y a oscilloscope. Alors, j'en sais rien lequel des deux. Je vais mettre celui-là pour voir. Il faut autoriser des trucs. Vas-y, fonce, fais le truc, fais ce que tu veux. En vrai. Et il y a une fonction oscilloscope. Alors, je sais strictement rien quoi en faire de ça. Mais rien du tout, je comprends strictement rien à ça. Mais il y a visiblement. Oh putain, ouais, bon, j'ai perdu. Moi, je sais pas du tout ce que c'est que tout ce merdier. J'imagine qu'on peut voilà, accéder à des capteurs et puis voir ce qui se passe. Et peut-être que ça peut vous aider dans des recherches. Comment on quitte ce truc maintenant? Voilà. À moins que peut-être le deuxième il fasse quelque chose de mieux, j'en sais rien. Viens, vas-y, va dedans. Entrée. Bon, j'ai le moteur en route, donc je sais pas, j'imagine qu'il faut. Non, j'imagine rien du tout, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, c'était pour vous montrer qu'il y avait ça, apparemment. Sensor box, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah ça c'est des valeurs en temps réel, ça. Ou pas? Alors non, ça c'est des infos sur comment fonctionnent les capteurs, on dirait. Par rapport aux tensions, ce genre de truc. D'accord. Regarde ce que j'ai fait. Voilà. Exécuteur. Moteur de ralenti. Ok, bon alors là il y a plein d'infos sur ce qu'on est censé trouver sur des capteurs. Multimètre. Run. Mais il faut brancher un accessoire dessus en fait, c'est ça ou quoi? Je sais pas, je pars dans un truc. Ouais, voilà, là je suis un peu largué complètement. Je vous montre comme ça. Si vous y connaissez quelque chose, ça peut vous permettre de faire un choix par rapport à d'autres appareils. C'est quoi ça? BST 360. Batterie tester. Mais c'est quoi? C'est des modules qu'on est censé racheter? Test de santé de la batterie, test du système de démarrage. Ça peut être intéressant ça. Ah, quoi? Bluetooth, il faut un accessoire auquel on le connecte. Ben, tu peux te connecter longtemps, Bluetooth, j'ai rien de branché. Et puis IMO programmeur. Oh là, d'accord. Bon, alors ça a l'air d'être des appareils qu'on peut éventuellement utiliser, ou plutôt des capteurs, des sondes, je ne sais pas quoi, qu'on brancherait là-dessus et qu'on peut utiliser lui comme interface d'interaction. Il semblerait. Ouais, voilà. Sinon, il y a la calculatrice, ça devrait fonctionner. Égal. Ah ouais, ok, cool. Caméra, il a une caméra également.
peut être utile pour enregistrer des séquences justement liées à un problème, un bruit et un fonctionnement. Ah oui, on peut aussi faire capture d'écran, ouais, au screen recorder, d'accord. Ouais, ok, d'accord, ça c'est intéressant. Accéder aux fichiers, paramètres de la tablette. Oh putain, ça m'a fait peur. Con. Voilà, donc ça c'était dans autre module toolbox. Oh le bordel. Bon, je suis largement dépassé. Juste pour revenir là-dessus, sur les données en temps réel, je sais, j'ai peut-être pas été très clair, mais alors, quand vous avez lancé le diagnostic, vous arrivez sur cette, par exemple, recherche automatique, vous arrivez ici. Vous pouvez faire sélection du système, par exemple, driver moteur, tac. Je choisis des trucs un peu au hasard. Oui, là, ça me, enfin, je cherche ici je valide le truc. Lire le flux de données. Et là, je vais commencer à rentrer dans des, vas-y, régime du ralenti. Je peux afficher plusieurs choses en même temps. Confirmer. Donc là, j'ai des valeurs. Moteur en ralenti. Dès que j'accélère, il me dit que c'est plus actif. Moteur ralenti. Si j'accélère, il me dit pas actif. Valeur réelle. Valeur vitesse du ralenti spécifiée. Valeur de tour réel du moteur. On peut regarder ça sur un graphique. Alors on pourrait insérer des valeurs. Voilà, avec des alertes. Si on franchit, voilà, si on voulait faire des tests. Donc bien sûr, pour tous les composants, on peut faire ça, lire le flux de données, pareil pour pompeur carburant par exemple, sur les débits, tension, ah bah là c'est sur les tensions et tout, mais on pourrait voir aussi sur normalement les volumes. Bon voilà, ça on peut faire pour les capteurs auxquels la valise pourra accéder. Donc ça dépendra vraiment de votre véhicule. Plus il y aura d'électronique, plus on pourra étudier de choses. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, bruit de l'angoisse. On doit pouvoir baisser le volume quelque part, mais je ne sais pas trop. Sinon pour l'aspect, ici juste on a la caméra, le flash. N'hésitez pas à regarder sur la fiche produit. Là je me suis concentré sur le logiciel de diagnostic. Après sur les caractéristiques de la tablette, le stockage et tout ça, vous l'avez sur la fiche produit. Alors ce qui est bien, c'est que tant qu'elle est branchée sur le véhicule, elle est rechargée, elle est alimentée par le véhicule. Donc l'autonomie elle va être pas mal. Derrière on a le petit pied pour soit la poser, soit la mettre sur le volant comme ça. Elle est assez réactive, je l'ai trouvée plus réactive que la précédente, hein. Sur les diagnostics tout allait plus vite. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je reprécise que en tant que débutant, amateur, novice, on peut assez vite être un peu perdu dans les recherches et tout, mais non, c'est quand même pas... Ça dépend de ce qu'on veut faire en fait, c'est pas si obscur que ça. Pour la majorité des choses, l'entretien, la remise à zéro des capteurs, la réinitialisation d'un système après un changement de batterie ou de pièces ou d'injecteur, de trucs comme ça, c'est pas si difficile, c'est assez bien guidé, c'est pas intégralement en français même si vous l'avez mis en français, donc ça peut être un peu plus compliqué. Si vous l'avez connecté à internet, ça va être plus facile. Donc via un partage de connexion ou une connexion Wi-Fi, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations, de tout de suite approfondir une recherche sur la signification d'un code défaut. Vous pouvez l'utiliser du coup comme une tablette et continuer les recherches que vous vouliez faire. Donc elle est quand même accessible à, elle est quand même accessible à un débutant, et surtout si vous vous lancez dans la section codage programmation, faites bien la sauvegarde avant. C'est la meilleure chose à faire avant de se lancer. Bien sûr, essayez de vous renseigner un maximum sur le système que vous allez vouloir modifier, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Il y a quand même énormément d'infos sur des forums, sur des vidéos et tout. Et puis si vous êtes un pro, je pense que si vous avez vraiment l'habitude de faire ça, vous avez certainement déjà ce qu'il faut. Mais si vous êtes un petit professionnel, on va dire, genre auto-entrepreneur et tout, je pense qu'avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Elle est assez facile à utiliser. La section réinitialisation est vraiment bien parce qu'on accède à tout rapidement. Donc c'est tip top pour pas perdre trop de temps. L'inconvénient c'est d'avoir un câble relié.
Et puis qu'est-ce qu'il y a comme autre inconvénient? Bah pas grand chose pour l'instant, je la trouve bien. Alors c'est sûr pour un particulier, c'est quand même un investissement. Mais tout étant relatif, quand on voit le prix des diagnostics faits en garage ou même en centre auto, avec plus ou moins d'approfondissement, hein, des fois ça va juste vous imprimer sur une feuille en papier le code erreur et puis merci, ça fera 60 balles. Dans ce cas-là, en 10 fois, vous l'avez rentabilisé. En plus, si vous faites ça pour de la famille, des amis, en échange d'une bouteille ou d'un billet, pourquoi pas, hein, ils ont aussi le droit, si c'est famille, amis, ils ont aussi le droit de payer. C'est quelque chose qui peut quand même être rentable pour un particulier, surtout si on a plusieurs véhicules. Et comme il y a tellement d'électronique maintenant dans les véhicules, même moi dans un véhicule de 2006 qui commence à dater, et la Yaris qui est de 2001, les autres sont trop vieux. La Fiesta, elle a une prise OBD2 alors qu'elle est de 97 ou de 98, donc peut-être qu'il y a des choses à voir aussi. Mais voilà, malgré tout, même sur des véhicules assez anciens, il y a des choses à faire. Et puis plus c'est récent, plus ça sera indispensable, malheureusement, parce que sinon on peut pas faire grand chose, ou sinon il faut vraiment fouiller et trouver les systèmes cachés via les boutons, les pédales des fois aussi. Bon, c'est encore une autre histoire, c'est encore plus compliqué. J'espère que ça vous aura donné quelques informations par rapport à votre recherche de ce genre d'appareil. Quand vous la recevrez, il faut l'activer avec les codes qui seront fournis dans la pochette, hein, là-dedans. Et vous aurez les mises à jour incluses pendant 2 ans. Donc, mettez-vous un rappel quelque part à faire la dernière mise à jour juste à la fin du service, parce que sinon après ça sera payant. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus mettre à jour certaines choses, mais comment dire, il y a certaines choses, certains éléments logiciels techniques, je crois qu'ils vont continuer à pouvoir être mis à jour, mais vous n'allez pas pouvoir, si vous avez un véhicule par exemple, si vous la mettez à jour la dernière fois en 2026, et qu'il y a un véhicule qui sort en 2027, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous l'aviez déjà mis à jour pour vos véhicules que vous utilisez et que vous comptez les garder, ces véhicules, ou pour tout véhicule plus ancien, c'est bon, elle va pas devenir obsolète. Le logiciel de diagnostic et tout, il va pas être inaccessible. C'est juste que vous n'allez plus pouvoir être à jour sur les dernières choses qui sont sorties. Voilà. Donc moi, par exemple, l'autre qui est plus à jour depuis 2 ans, je l'utilise encore sans problème pour mes véhicules. Et pour d'autres véhicules, il n'y a pas de souci. C'est juste que si voilà, il y avait eu un module rajouté ou des choses comme ça, on ne peut pas forcément les mettre à jour. Donc pensez-y, avant la date anniversaire des 2 ans, vite faites une dernière mise à jour, vous téléchargez tout ce qu'il y a. Si vous n'avez pas assez de place, vous virez tous les trucs qui peuvent être un peu volumineux, genre des véhicules chinois. Il y a peu de chances que vous en ayez un. Et puis comme ça, au moins, Ouais, parce que vous pouvez sélectionner, vous n'êtes pas obligé d'installer tous les véhicules. Là, je l'ai fait pour partir sur une base vraiment à jour de tout. Mais il y a, je sais pas moi, 90% des données que je vais jamais exploiter, quoi. Tout ce qui est General Motors, à moins peut-être Opel, je sais pas. Bon, bref. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont servir à rien, mais bon, autant les avoir. Et si vous revendez la valise, au moins, elle sera le plus complète possible. Je sais que la vidéo était longue, mais malgré tout, on pourrait faire tellement plus long, mais bon, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, il y a tellement de choses à voir, à approfondir, à rechercher, qu'on pourra en faire des vidéos tous les jours. Ça m'intéresse pas particulièrement, mais voilà, cette tablette me paraît pas mal, et si vous êtes familier avec l'univers launch, vous n'allez pas être perdu. On retrouve pas mal de choses avec un look encore un peu plus sympa, une accessibilité un peu plus claire, un peu meilleure. Voilà, à très bientôt dans une autre vidéo. Puis bon courage avec vos diagnostics de panne et surtout avec les réparations. C'est pas le tout diagnostiquer, après il faut s'y mettre. Allez, au revoir.